Il suffit parfois d'un tressautement des statistiques pour qu'un paradis se transforme en enfer. Soudain, la joie qu'offre le soleil, le sable et l'eau se métamorphosent en peur. Une peur implacable, supérieure à toutes les autres. Car il ne s'agit pas simplement de perdre la vie, mais d'être dévoré vivant. Brésil, 18 décembre 1994. À Recife, c'est l'été, la pleine saison touristique. Pourtant, la télévision nationale diffuse des images dramatiques. En hommage à leur compagnon surfeur Roberto da Silva, mort la veille d'une hémorragie après avoir eu la jambe arrachée par un requin, des dizaines de surfeurs brûlent leurs planches et décident d'abandonner ce sport. 1994 fut une année terrible pour Recife. 10 attaques, dont 3 au mois de décembre. 3 fois plus que les années précédentes. Mais le mythe du requin mangeur d'hommes qu'installent les médias et la population locale ne fait pas l'unanimité. Carolus Voren étudie les requins depuis plus de 15 ans. Il est président de la plus haute instance d'observation et d'étude des requins. Pendant plus de 3 ans, il va suivre toutes les enquêtes qui pourraient permettre d'expliquer la recrudescence d'attaques de 1994. Devant la situation exceptionnelle de 1994, le gouvernement brésilien se doit de réagir. Il fonde le projet Protuba, qui regroupe des chercheurs spécialisés dans l'étude des requins. L'armée brésilienne fournit un bateau et le laboratoire océanographique de l'université de Recife devient le centre névralgique d'une étude unique en son genre. Accompagné de son assistant Théo, Carolus Voren se dirige vers l'atoll de Rocas, à quelques 140 milles nautiques de la ville de Natal, sur la côte nord-est du Brésil. Rocas est le seul atoll de l'océan Atlantique. Avec ses 4 km de diamètre, c'est aussi l'un des plus petits du monde. Les conditions sont paradisiaques. La température de l'air dépasse à peine 30 degrés, celle de l'eau avoisine les 27 degrés dans le lagon intérieur. Les oiseaux viennent ici par dizaines de milliers. Carolus Voren pense que Rocas est le site idéal pour lancer ses expériences sur les requins. Ici, ils sont nombreux et ils ne connaissent pas les hommes. Sur cette île où la nature est extrêmement protégée, les scientifiques eux-mêmes doivent se battre parfois des années pour obtenir une autorisation de séjour.
O que a gente vai fazer basicamente é sair. Léo, un jeune océanographe originaire de Récif, présente à Carolus et Théo l'intérieur de l'atoll. Il se compose d'une succession de bassins coralliens de différentes tailles. Souvent, les requins y restent prisonniers à marée basse. Léo parle notamment d'un lieu surnommé le Salon des requins, une sorte de piscine naturelle qui présente la particularité d'être largement ouverte sur la mer. Ne pouvant résister plus longtemps, Théo plonge. Les requins ne s'approchent des récifs coralliens que s'il existe des passages suffisamment larges et profonds pour qu'ils ne se blessent pas. Les coraux sont d'ailleurs une protection naturelle pour les baigneurs. Au large de la ville de Récif, toutes les attaques de requins ont eu lieu au-delà de la barrière de corail. Les vagues y sont plus grosses pour les surfeurs, mais les requins nombreux. Alors qu'il s'apprête à remonter, Théo tombe soudain sur deux requins nourrices qui paraissent sur le sable. Le requin nourrice est principalement nocturne. Il se nourrit de petits poissons, de crabes, de crevettes, de poulpes et passe le plus clair de ses journées à se reposer. Contrairement aux idées reçues sur bon nombre de requins, il n'a pas besoin d'avancer en permanence pour maintenir le courant d'eau nécessaire à l'oxygénation de ses branchies. À Rocas, seules deux îles sont immergées en permanence et il faut attendre la marée basse pour traverser l'atoll de part en part. Les scientifiques en profitent pour aller découvrir de nouveaux bassins. Carolus décide de concentrer son étude sur le fameux salon des requins dont lui a parlé Léo. Dans le salon des requins, l'atmosphère est d'emblée différente de celle des piscines intérieures. Les courants sont plus forts, c'est vraiment l'océan. Rapidement, l'équipe tombe sur un gros spécimen de requin nourrice. Carolus décide de le mesurer.
L'approche doit se faire en douceur. Les requins nourrices n'aiment pas être dérangés. Ils peuvent alors devenir agressifs et quelques cas de morsure ont déjà été signalés. 2,50 m. Le spécimen est de belle taille. Les requins nourrices mesurent 3 mètres au maximum. Les nourrices possèdent une dentition aplatie destinée à écraser les carapaces des crabes. Ils ne déchiquettent pas leur proie, mais leur mâchoire est un véritable étau. Quand ils serrent, ils ne lâchent plus, à la manière des pitbulls. Le seul cas répertorié d'accident mortel avec un requin nourrice fut celui d'un baigneur noyé après avoir été maintenu un peu trop longtemps sous l'eau. Car devant l'air faussement placide du molosse, le plongeur s'était amusé à le chevaucher. Ce matin, des bébés requins citrons ont été signalés dans le lagon. Carolus va pouvoir commencer son expérimentation. Au cours de ses nombreuses plongées, il a pu remarquer que les requins sont toujours accompagnés de poissons pilotes, qu'ils n'attaquent jamais. Carolus pense que leur aspect zébré, noir et blanc, constitue leur protection. Cette observation est à la base de l'expérience qu'il veut mener. Pour cela, il a mis au point un système de tuyaux zébrés qui rappelle les poissons pilotes. Dans un premier temps, il remplit un tuyau de plastique blanc avec des morceaux de poisson. Comme le tuyau est percé, les requins, attirés par l'odeur, devraient logiquement se jeter sur lui pour le dévorer. Même si le matériel est d'une grande simplicité, l'expérience de Carolus est extrêmement sérieuse. Elle porte sur les modifications de comportement alimentaire des requins face à différents types de signaux visuels. Plus tard, le tuyau blanc sera remplacé par un tuyau zébré, censé inhiber l'instinct d'attaque des requins. Si l'expérience est positive, pourquoi ne pas envisager des combinaisons ou des planches de surf zébrées? Les bébés requins citrons sont bien là, mais aucun ne s'intéresse aux tuyaux. La présentation du tuyau zébré ne donne pas plus de résultats. Impossible de tirer une quelconque conclusion. Mais Carolus est fermement décidé à aller jusqu'au bout de son expérimentation. Il faudra pour cela trouver une région où les requins sont encore plus nombreux et faciles à approcher. Carolus connaît bien les Caraïbes. Il décide alors de se rendre sur l'île de Bimini aux Bahamas. Il va passer plusieurs semaines au Shark Lab, le laboratoire des requins, en compagnie de l'équipe du professeur Samuel Gruber, autre sommité mondiale en matière de requins. Samuel Gruber étudie les requins depuis plus de 30 ans. Il a déjà rendu visite à Carolus au Brésil. Les deux hommes s'accordent à penser que la recrudescence d'attaque de 1994 est liée à une modification du comportement des requins. Reste à en trouver la cause exacte. Oh, Hachi. Oh, the Hachi dog. Oh, the drug dog.
We got the bait, we got 3 anchors. L'organisation est à l'américaine. À peine descendu de son avion, Carolus est embarqué pour une première plongée. Everybody ready? Samuel Gruber veut à tout prix lui montrer un lieu truffé de requins gris des Caraïbes, à quelques milles de son centre. Aux États-Unis, la grande majorité des accidents dus aux requins ont lieu en Californie et en Floride. Les espèces dangereuses ne sont pas plus nombreuses dans ces régions, mais les eaux chaudes attirent plus de plongeurs, ce qui augmente considérablement les chances de rencontre avec les prédateurs. Okay, here we go. Yep. Dr. Voren. Yes. I'm gonna go in and see if there's any sharks around. Great. If I see any, I'll let you know. Good. Yeah, there's a few here. So come aboard. Come on in. We'll check it out. Les requins gris des Caraïbes ne sont pas très grands. Ils dépassent rarement 2,5 mètres et vivent plutôt en eau profonde. Mais ils remontent souvent vers ce lieu riche en poissons pour se nourrir. Aux États-Unis, ils ne sont responsables que d'un nombre très faible d'attaques. Grâce à leur remarquable capacité sensorielle, ils n'ont aucune difficulté à déceler la présence des hommes. L'odorat des requins peut détecter des concentrations extrêmement faibles d'éléments chimiques dans l'eau, l'équivalent d'une goutte de sang dans une piscine olympique. Les deux scientifiques ont l'habitude de s'approcher des requins. Ils savent qu'avec les requins gris des Caraïbes, des précautions sont nécessaires. Dans les minutes qui suivent, les requins deviennent de plus en plus audacieux, voire agressifs. Le phénomène est connu chez ces requins. On parle de frénésie alimentaire. L'odeur ou l'ingestion de chair fraîche provoque chez eux une excitation frénétique. La situation devenant dangereuse, Gruber décide d'arrêter la démonstration. Carolus est ravi. L'endroit est idéal pour le test du tuyau zébré. Le lendemain, il profite de la capture d'un requin-renard par des pêcheurs pour présenter à quelques étudiants les capacités sensorielles uniques de ces animaux. 9 centimeters. 9 centimeters. Here we have the little pores. Grâce aux ampoules de Lorenzini,
De petites structures en forme de sac situées sous la peau de la tête, les requins possèdent un sens que nous ne connaissons pas, l'électroréception, qui leur permet de repérer des proies vivantes. Une ligne de cellules de chaque côté du corps, appelée ligne latérale, permet aux requins de sentir les moindres vibrations de l'eau. Leur ouïe est également exceptionnelle. Elle leur permet de discerner des sons à plusieurs milliers de mètres de distance. Les femelles sont légèrement plus grosses que les mâles. Les nageoires pelviennes des mâles sont prolongées par les organes reproducteurs. On a longtemps cru que les requins avaient une mauvaise vue. À tort. Certaines espèces discernent même les couleurs. Mais leur principal atout est sans aucun doute leur mâchoire. Chez certaines espèces, la mâchoire est une machine destinée à découper les proies en morceaux. Here you have one single row of functional teeth. Il suffit que le requin secoue violemment la tête de droite à gauche pour que les faces tranchantes des dents, situées latéralement, agissent comme une véritable scie. C'est ainsi que le prédateur se taille des morceaux de choix dans les proies de grosse taille. Quant à la pression exercée par ces mâchoires, elle est colossale, atteignant par exemple 3 tonnes au centimètre carré chez le requin-baleine. Un autre type de mâchoire de taille plus modeste permet d'attraper des poissons de petite taille et de les avaler tout entiers. Enfin, le troisième type de mâchoire, un véritable plateau composé d'une juxtaposition de dents rugueuses. Cette mâchoire est conçue pour écraser les carapaces des coquillages ou des crustacés, comme chez le requin nourrice. Dernier gadget de cette arme redoutable, les dents elles-mêmes. Alignées sur plusieurs rangées, elles se renouvellent continuellement de l'intérieur vers l'extérieur. Pour un requin, perdre une dent n'est jamais un problème. Les requins ne sont pas seulement des prédateurs remarquables. Leur reproduction aussi est une merveille d'évolution. Certains requins, comme le requin-marteau, ne pondent pas d'œufs, mais mettent au monde des bébés requins vivants. Chez certaines espèces, les femelles abandonnent leurs œufs. Voici des œufs de requin roussette bambou d'Indo-Pacifique. Cet embryon est âgé de 2 semaines. L'œuf va éclore au bout de 3 mois. Inutile d'espérer un quelconque comportement maternel chez une femelle requin. Elle abandonne le nouveau-né dès la rupture du cordon ombilical.
L'équipe de Shark Lab prépare une capture de requin-tigre. Ce requin, avec le grand requin blanc, est considéré comme le plus dangereux de tous. Les examens des morsures relevés sur les victimes des côtes de Recife en 1994 sont formels. Les requins-tigres étaient toujours coupables. On sait que de nombreuses espèces de requins migrent au cours des saisons vers des lieux riches en nourriture ou vers leur site de reproduction. Mais on ne possède encore que des données très minces sur le sujet. Car pour suivre le trajet d'un requin, il faut d'abord le marquer. Et pour pouvoir le marquer, il faut pouvoir le capturer vivant, puis le relâcher. Des dizaines de lignes d'acier munies d'un appât et d'un gros hameçon sont lâchées tous les 10 mètres sur une distance de 600 mètres. Une équipe d'étudiants viendra les relever toutes les 4 heures pour vérifier si un requin s'est fait prendre. Bimini est la dernière île des Bahamas à abriter encore des mangroves. Partout ailleurs, le tourisme a eu raison de cette végétation qui pousse dans l'eau. Samuel Gruber explique à Carolus que c'est un lieu fondamental pour la reproduction des requins citrons. Chaque année, en avril ou en mai, les femelles peuvent donner naissance à plus de 15 petits. Ces derniers vont séjourner ici pendant 2 ou 3 ans. L'endroit est riche en nourriture, ainsi qu'en cachette, pour se protéger de leurs prédateurs, les requins adultes. Samuel Gruber est inquiet. Un vaste projet immobilier menace une grande partie de la mangrove. Un bouleversement écologique total pour Bimini, terrible pour le cycle de vie des requins. Ce projet rappelle à Carolus de nombreux chantiers au nord du Brésil qui ont détruit d'immenses étendues de mangroves. Le Shark Lab de Bimini reçoit à longueur d'année des étudiants venus du monde entier. Suzy, une scientifique d'origine danoise, développe son étude de doctorat sur les capacités d'orientation des requins, notamment la faculté des bébés requins citrons à revenir sur les lieux de leur naissance. Suzy vient régulièrement capturer des bébés requins citrons et suit leur évolution au fil du temps. Sécurité oblige, les petits requins ne s'éloignent jamais à plus de quelques dizaines de mètres de la mangrove. Les mouvements du filet signalent qu'un animal est pris. Le requin citron vit dans des eaux peu profondes. Il doit son nom à la couleur jaune de son dos et de ses flancs.
Adulte, il mesure environ 3 mètres. Le petit requin citron est affolé. Il s'agit de le décrocher sans le blesser. La meilleure manière de calmer un petit requin avant de le manipuler est de le faire nager quelques instants en le tenant par le dos. Front length is 58.5. Total. Total length is 68.5. Right. Okay. Bit tag. Oh, there's a number. 224. En un quart de seconde, l'appareil a détecté la puce électronique que l'animal porte sous la peau de son dos. Il indique même son numéro. Suzy pourra facilement retrouver la trace des observations menées sur ce requin dans le passé. Il s'appelle Halloween. Il fut capturé pour la première fois le jour de cette fête. En un an, Halloween a grandi de plus de 15 cm. 3 pounds and 3/4. Okay. That. There's a hole here. And then the crimping. So what sort of a sound does this thing produce? Halloween repartira avec un nouvel émetteur qui permettra de le suivre dans ses déplacements. So it's gonna ping 8 times, like ping, 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 and then 14 after the 8 little break, and then 14. And we can't really hear it now. We're gonna hear it when it's in the water. Okay. He's ready to go. Let's release him again. Go to the left, go to the left. Go up to the side. De retour au laboratoire, Suzy raconte à Carolus une expérience récente avec un autre jeune requin citron. Elle l'a capturé dans la mangrove, puis est relâché, cette fois en pleine mer, à plus de 5 km de son lieu de départ. Grâce à l'émetteur, elle a ensuite noté les déplacements de l'animal toutes les 15 minutes. 24 heures plus tard, le petit requin était retourné sur son lieu de naissance. On pense que les requins sont capables de se repérer très finement dans le champ magnétique terrestre et qu'ils pourraient utiliser cette faculté pour s'orienter au cours de leur migration. Samuel Gruber et Carolus ont été avertis par radio qu'un requin-tigre a mordu à l'hameçon. À Bimini, comme partout ailleurs, on redoute les requins-tigres. Ils avalent tout ce qui passe à leur portée, du poulpe au goéland, en passant par les poissons, les phoques, et même à l'occasion les pots de peinture, les boîtes de sardines et autres plaques minéralogiques. On les appelle d'ailleurs communément les requins poubelles.
Pour cette capture, tous les bateaux du laboratoire ont été mobilisés. Okay, now, let's take that scaffold away. Take that scaffold away and set it in the build. Okay, I'm in neutral. Il s'agit d'être prudent. Malgré la fatigue, l'animal peut encore être dangereux. La stratégie est très précise. Il faut attendre aussi longtemps que nécessaire pour que l'animal s'épuise. Ensuite, lentement, il faut tenter de rapprocher sa tête de la coque du bateau. La règle est de ne jamais tirer trop fort. La douleur rend l'animal furieux. Quand le requin est enfin calme, la tête plaquée contre la coque, on lui attache la queue. Normalement, on peut alors le manipuler sans courir de risque. L'important est de toujours savoir ce que l'on fait de ses mains. Ready, Licky? Ready. He looks curved to me. Is he straight? He's straight. Go. Got it. Got it. 195. We follow 195. Après avoir été mesuré, le squale est doté d'un marquage international appelé tag. Une fiche de signalisation portant le numéro unique du tag sera postée à l'organisme qui centralise les données. Toute personne susceptible de capturer ce requin dans le futur peut appeler le numéro de téléphone indiqué sur le tag. On sait désormais que pour un squale, traverser l'Atlantique n'est pas un problème. Enfin, on place sur le requin une balise radioémettrice qui permettra de le suivre dans ses déplacements sur des courtes distances. They got it underwater. Here's this. Fin de l'opération. Le câble d'acier est sectionné, l'animal est libre. La blessure due au crochet cicatrisera en quelques jours. 1, 2, 3. Back off, Tim. Back off, back off. So it's still like... So they've got a curve that looks like En fait, les attaques de requins sur les hommes sont souvent mal interprétées. Par exemple, les accidents étant plus nombreux le matin et l'après-midi, on en a déduit que les requins attaquaient moins à la mi-journée.
En vérité, cette différence tient uniquement à la quantité de baigneurs présents dans l'eau. Les accidents sont moins nombreux entre 11h et 14h, tout simplement parce que les touristes rentrent déjeuner. I fully, truly believe that people go to lunch. Pendant longtemps, les requins ont souffert d'une terrible réputation. Ils étaient avant tout des mangeurs d'hommes. Actuellement, on sait que sur les quelques 400 espèces de requins recensées dans le monde, une petite dizaine seulement peut être dangereuse pour l'homme. Gruber est persuadé qu'une grande concentration de bateaux dans un endroit donné attire irrémédiablement les requins-tigres, notamment à cause des détritus qui sont jetés à la mer. Carolus veut tenter avec les requins gris des Caraïbes son expérience des tuyaux zébrés. Gruber commence par attirer les requins avec un appât. Le résultat ne s'est pas fait attendre longtemps. Les requins sont en forme. En vitesse de pointe, un requin peut atteindre 60 km/h. Carolus peut commencer son expérience. D'abord avec le tuyau zébré. I'm waiting for the Caribbean reefs to come in. That'll be more interesting, maybe. Which one is Here, it? here, watch, watch, watch. Attirés par l'odeur, les requins défilent devant le tuyau, mais l'évitent au dernier moment. 10 minutes plus tard, le tuyau n'a pas été mordu. Gruber pense même que la décoration zébrée fait peur aux requins. Yes. But you see, they are, look, they are afraid of it. They look at it, but then they go away. I look at it and turn away. Yeah. Check and see if you got a lot of bait in there. Now we're going to do one piece at a time and keep them around. Dr. Voren, let's move. We got us a shark. Yes. Contre-expérience avec le tuyau blanc. Eight. D'emblée, les requins ne semblent pas avoir de répulsion. Touched it. Reef wanted to bite it. Yeah. What I want is to have a reef shark bite. Let me put this away. Another reef. Bite. Puis, après quelques secondes, le succès est fulgurant. Ils mordent. Biting the white one. Biting several times in succession. That's nice. Now for the stripy one again. It's very interesting, yes. I'm all... Carolus est aux anges. Il ne s'attendait pas à ce que l'expérience soit aussi probante. be so clear. Serait-ce les prémices d'un réel espoir pour les baigneurs et les surfeurs? Il est encore un peu tôt pour l'affirmer. Le test de Carolus demandera encore de nombreuses vérifications. Pourtant, si dans quelques années la mode est aux combinaisons zébrées sur les plages, on saura pourquoi.
Brésil 1998. À Recife, le surf a repris ses droits. Mais depuis 1994, les campagnes d'information et de sensibilisation se sont succédées. Les surfeurs évitent de dépasser la barrière de corail et certaines plages dangereuses ont même été interdites au public. Mais le mot tubarão, requin en brésilien, n'est jamais mentionné. On raconte plutôt que désormais, la mode est de surfer en bord de plage. Personne n'est dupe, mais les populations n'ayant pas cédé à l'affolement, l'industrie touristique de Recife a pu être sauvée. Carolus retrouve Rosângela et Paulinho du projet Protuba. À chaque attaque de requin, les chercheurs ont pris en compte le maximum de facteurs. Température de l'eau, hauteur des marées, force du vent, phase lunaire. Mais aucune corrélation n'a pu être établie. C'est en orientant leurs recherches vers l'industrie de la pêche à la crevette, dont Recife est la capitale brésilienne, que les réponses ont commencé à venir. Les crevettiers rejettent tous les poissons pris dans leur filet, ce qui ne peut qu'attirer les requins. Paulinho indique à Carolus la présence de cargos qui longent les côtes de Recife. Afin de mieux comprendre l'importance de ce trafic, l'équipe survole le gigantesque chenal relativement proche des plages qui a été creusé pour permettre à des supertankers d'accéder au port industriel de Suape situé au sud de Recife. Les requins-tigres, attirés par les poubelles des bateaux, ont pris l'habitude de les suivre dans leurs déplacements. Ce site, de construction récente, a nécessité la destruction de centaines d'hectares de mangroves. Les pressions économiques ont eu facilement raison des préoccupations écologiques. Les travaux ont été titanesques. On a asséché des terres, détourné les cours de 2 rivières, brisé des centaines de mètres de récifs naturels pour construire des digues. Mais ce que l'on n'avait pas prévu, c'est que toutes ces modifications allaient entraîner une inversion des courants marins de la région. Alors qu'auparavant ils étaient dirigés vers le sud, ils remontent désormais de Suape vers Recife. Ainsi, les requins qui ont suivi les bateaux se retrouvent ensuite, grâce à ces nouveaux courants, entraînés directement vers les plages de Recife. Les statistiques de l'équipe Protuba sont formelles. L'augmentation du nombre des attaques est directement liée à celle du trafic du port de Suape. Non loin des plages de Recife, les bateaux n'ont jamais interrompu leur manège. Pourtant, dès 1995, le nombre d'accidents est retombé à son niveau habituel, 2 à 3 par an. Sans doute parce que les surfeurs sont restés plus prudents. Les autorités brésiliennes ont su faire comprendre à la population la notion de danger en évitant l'irrationalité. Le phénomène 1994 était inévitable, mais qui aurait pu le prévoir? Toute catastrophe entraîne une réaction positive. Les études de Carolus Worén et de l'équipe du projet Protuba en sont la preuve. Leur travail à Recife est désormais une référence internationale. Et puis, n'oublions pas, la combinaison zébrée Carolus pour surfeur imprudent, c'est peut-être pour bientôt.